Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au sommaire de la présente édition de Télémidi, le mauvais temps qui règne un peu partout en France, la situation politique et sociale avec des manifestations de viticulteurs dans le sud-est et la réunion du congrès du Parti radical, enfin, à l'étranger, l'attentat perpétré la nuit dernière à Munich contre un foyer israélite. Voici très brièvement les titres de cette actualité, aujourd'hui 14 février, fête des amoureux, puisque vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Il y avait également le sport, avec la dernière épreuve féminine des championnats du monde de ski à Val Gardena. Jean-Michel Leliot, c'est peut-être une petite déception pour l'équipe de France. Oui, je crois qu'on peut dire qu'on est passé juste à côté de la victoire. En tout cas, comme c'est la Saint-Valentin, Betsy Clifford, canadienne, est peut-être amoureuse. Elle a 16 ans. Elle a triomphé aujourd'hui à Val Gardena. C'était le slalom géant dames qui se courait en une manche. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de voir cette course victorieuse. Et ensuite, nous parlerons aussi des Françaises qui sont passées juste à côté de la victoire, battues par une Canadienne, une jeune Canadienne, émule peut-être de Nancy Green, qui avait remporté des titres que vous savez aux Jeux Olympiques. Voici donc Betsy Clifford, née à Ottawa. Elle habite Cam Fortune au Canada et ses parents exploitent là-bas, nous dit-on, une remontée mécanique. En tout cas, Betsy Clifford a réussi le temps de 1 minute 20 secondes 46 centièmes. À mi-parcours, elle était en retard sur Ingrid Laforgue de 53 centièmes. Mais elle a fait une fin de course époustouflante, vous la voyez, avec sa queue de cheval qui dépasse du casque. Betsy Clifford est loin d'être une inconnue, car c'était quand même l'un des grands noms du slalom géant de Val Gardena aujourd'hui. Et les Françaises, je vous l'ai dit, ont réussi un tir groupé. Première, Betsy Clifford. Deuxième, Ingrid Laforgue, à 13 centièmes de seconde. Les temps sont importants. Troisième, Françoise Maky, à 14 centièmes de seconde. Quatrième, Michel Jacot, qui remporte quand même le titre du combiné, à 16 centièmes de seconde. Cinquième, Gertrude Gabel, l'Autrichienne. Sixième, Marilyn Cochrane, l'Américaine. Septième, Mittermeier, l'Allemande. Huitième, Florence Theurer, notre quatrième représentante, à 86 centièmes. Je vous disais que les temps sont importants parce qu'il y a donc 8 filles qui sont dans la même seconde, les 8 premières, dans ce slalom géant. Donc on est passé à côté d'une victoire, mais enfin, compensation. Michel Jacot est maintenant victorieuse dans le combiné devant Florence Theurer. Et demain, ce sera la descente. Merci Jean-Michel. Le mauvais temps, je vous l'ai dit en ouvrant ce journal, est maintenant général sur l'ensemble du territoire. Il a neigé cette nuit à Paris et dans sa banlieue, et en Bretagne, une nouvelle tempête s'est levée sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. En Normandie, la tempête de neige qui s'est abattue hier soir sur la région d'Alençon a provoqué la mort de 10 personnes. Un bimoteur du type Cessna, qui assurait la liaison sous forme d'avion-taxi entre Saint-Nazaire et Le Bourget, s'est écrasé au sol à 10 km de Mortagne, près du petit village de Pin-la-Garenne. Nos camarades de la station régionale de Caen devaient nous faire parvenir d'ailleurs un reportage à ce sujet. Mais toute la basse Normandie, en ce moment, ainsi que le Cotentin, sont privés d'électricité. Dans le Cotentin notamment, 2 lignes électriques de 90 000 kWh se sont rompues la nuit dernière en raison de la tempête qui sévit donc en ce moment sur cette région. Autre élément dans ce dossier du mauvais temps, les inondations. La plupart des fleuves sont en crue. La Marne, par exemple, atteindra demain sa cote maximum entre Meaux et Charenton. Les eaux de la Loire, de leur côté, connaîtront au cours des prochaines 48 heures une hausse qualifiée de dangereuse par les spécialistes. À Paris, ce matin, la Seine a atteint 4,28 m et les voies sur berge qui sont inondées ont été interdites à la circulation. Enfin, dans le sud-ouest, la Garonne a dépassé en plusieurs endroits sa cote d'alerte, provoquant de nouvelles inondations. Le sort, semble-t-il, s'acharne sur les Alpes après Val d'Isère, un autre accident a endeuillé hier Grenoble et sa région. L'accident s'est produit sur le chantier de construction du réacteur franco-allemand, faisant 5 morts et 2 blessés. Nos camarades de Grenoble se sont rendus sur les lieux de la catastrophe. Grenoble en construction, le futur réacteur atomique franco-allemand. Des plaques de béton se sont effondrées hier, bilan 5 morts, 2 blessés. Loïc Lebert a rencontré un des responsables du bureau de coordination de ce réacteur. Eh bien, vous dire ce qu'il s'est passé, comment cela s'est passé, c'est difficile, pour la simple raison que vous avez pu constater qu'il y a un amas de ciment, un amas de tubes. Vous dire ce qui s'est passé exactement, ça n'est pas possible. Il y avait combien d'ouvriers en haut avant que l'accident se produise? Il y avait deux équipes, environ une quinzaine d'hommes. Monsieur Groux, il est évident qu'on emploie ici bien sûr des méthodes modernes pour la construction de ce réacteur qui a grimpé très vite, qui est sorti du sol très rapidement. Et pour la pose du toit, est-ce que c'est une méthode souvent employée, cette pose par plaque préfabriquée? Non, c'est une méthode qui est tout
tout à fait connu. Enfin, il n'y a absolument rien de révolutionnaire dans la façon dont on travaillait ici pour la pose de ces éléments préfabriqués. Les causes du sinistre qui a ravagé hier après-midi et cette nuit le bâtiment de l'ancienne bourse de commerce de Rochefort en Charente-Maritime n'ont pas encore été établies avec certitude. Il apparaît toutefois que la foudre n'a été qu'une cause indirecte de l'incendie. En effet, selon les témoignages recueillis, un ouvrier travaillant sur la toiture aurait été surpris par la violence d'un coup de tonnerre accompagné d'un éclair. Déséquilibré, il aurait, en tombant sur le toit, lâché le chalumeau dont il se servait et dont la flamme aurait alors communiqué le feu à la toiture. Ce bâtiment de l'ancienne bourse de commerce de Rochefort abritait les services du tribunal de commerce, du tribunal d'instance, du service des douanes, dont toutes les archives ont été anéanties par le feu. En outre, une brasserie avait été aménagée au rez-de-chaussée où se trouvaient également les halles de la ville en voie d'achèvement. Enfin, diverses sociétés locales avaient leur siège dans ce même immeuble, situé en plein centre-ville. Aucune victime dans cet incendie circonscrit en fin de matinée. Les dégâts seraient évalués à 5 millions de francs. L'actualité sociale a été marquée par les manifestations qui ont eu lieu hier dans le Languedoc et dans le Roussillon. Manifestations de viticulteurs. Dans le Gard, les viticulteurs ont perturbé momentanément le trafic ferroviaire, tandis qu'à Béziers, un meeting rassemblait d'autres viticulteurs venus protester contre les importations de vin d'Algérie. C'est d'ailleurs cette raison qui a entraîné tout ce mouvement social dans le sud-est. À l'issue de cette réunion à Béziers, donc de cette réunion d'information, la plupart des manifestants tentèrent d'atteindre la sous-préfecture de l'Hérault. Ils se heurtèrent alors à un important cordon de CRS et devant la tournure des événements, les forces de l'ordre chargèrent les manifestants et firent usage de leurs grenades lacrymogènes pour dégager le quartier. Des projectiles ont été lancés de part et d'autre, des boulons du côté des manifestants donc, et des grenades lacrymogènes du côté des forces de l'ordre. Je vous propose de voir un reportage de nos camarades de Montpellier. Répondant à l'appel de leurs organisations professionnelles, des milliers de viticulteurs s'étaient rassemblés hier soir à Béziers afin de manifester leur mécontentement devant la situation du marché du vin et l'effondrement des cours. Les dirigeants du monde viticole considèrent notamment que les importations de vin d'Algérie sont une des causes essentielles du marasme. Les récentes déclarations du ministre de l'Agriculture, à la suite des accords de Bruxelles, ne semblent pas avoir apaisé l'angoisse et la colère des vignerons du Midi. Et hier soir, à l'issue de la réunion, un cortège que conduisait le président de la Chambre régionale d'agriculture se rendait vers la sous-préfecture dont les abords lui étaient interdits par des cordons de CRS. Des heurts n'allaient pas tarder à se produire entre les manifestants et le service d'ordre. Un camion était en partie incendié et des vitrines brisées. Dans le Gard, au cours de la même soirée, les viticulteurs avaient établi des barrages routiers et perturbé momentanément le trafic ferroviaire. La principale information en politique intérieure, c'est l'ouverture ce matin salvagram du congrès du Parti radical socialiste. Hier, à huis clos, le congrès a adopté à l'unanimité moins une voix les nouveaux statuts du parti. Aujourd'hui, c'est le manifeste de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber qui sera sur la sellette. Et pour en savoir plus long, nous appelons Daniel Brem qui se trouve salvagram. Vous voyez actuellement le Congrès, tout au moins sa première partie, est en train de s'achever. Monsieur Jean-Jacques Servan-Schreiber lit une lettre de Monsieur Émile Roche qui s'oppose à la partie du manifeste qui prévoit la non-transmission héréditaire des outils de production, c'est-à-dire des usines. Mais je vous prie de nous excuser, nous avons quelques ennuis de liaison avec la salvagram en ce moment et je pense que de toute façon nous aurons cette liaison, soit à la fin de ce journal, à ce moment-là je vous en préviendrai, soit plus certainement dans notre édition de 19h45 tout à l'heure. À l'étranger, Gérard Sebag, c'est Munich qui, pour la troisième fois en moins de 15 jours, retient l'attention des observateurs. Un attentat a été perpétré la nuit dernière contre un foyer israélite, faisant 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. En effet, cet incendie a fait 7 morts et 9 blessés et toutes les victimes sont des personnes âgées. Il était 21h lorsque le feu s'est déclaré. Les pensionnaires de ce centre communautaire venaient d'assister à un service religieux dans la synagogue. Ce fut aussitôt la panique. Les flammes bloquaient les escaliers. Une trentaine de personnes se trouvaient dans le foyer. L'une d'entre elles se jeta par une fenêtre du 3e étage et fut tuée sur le coup. Malgré l'intervention rapide des pompiers de la ville, on devait retrouver dans les décombres 6 morts, 4 hommes et 2 femmes. Il est possible que cet incendie soit un acte criminel. Le maire de Munich, M. Wagel, a offert une récompense de 50 000 marks pour toute personne permettant de mettre la police sur une piste.
Le chancelier Willy Brandt, qui se trouve au Danemark, a affirmé « Nous n'épargnerons aucun effort pour découvrir les auteurs de cet attentat ». Le deuxième événement politique dans le domaine international, c'est, je crois, les réactions qui sont nombreuses après ce raid israélien contre une usine métallurgique près du Caire. Oui, et première réaction au Caire, hier où le colonel Nasser, accompagné du chef de l'État soudanais et du chef de l'État libyen, comme vous le voyez sur cette photo, s'était rendu pour la prière du vendredi à la mosquée Al-Azhar, une énorme manifestation de 500 000 kérotes qui scandaient des slogans apportant leur soutien au colonel Nasser et réclamant vengeance. À travers le monde, à la suite de ce bombardement que les Israéliens qualifient de tragique méprise, de très nombreux gouvernements ont élevé de vives protestations auprès de Mme Golda Meir. À Washington, le gouvernement américain a convoqué M. Yitzhak Rabin, l'ambassadeur israélien, pour lui faire part du mécontentement des États-Unis. À Jérusalem, on craint que le président Nixon ne retarde ainsi sa réponse au sujet de la demande israélienne de fournitures complémentaires d'appareils Phantom et Skyhawk. Deux autres informations internationales. Ankara, M. Süleyman Demirel, le chef du gouvernement turc, a présenté aujourd'hui la démission de son cabinet au président de la République, qu'il a chargé de former le nouveau gouvernement. M. Demirel a aussitôt entrepris ses consultations. À Moscou maintenant, le poète Alexandre Tvardovski a démissionné de la rédaction en chef de la revue littéraire Novi Mir. Il semble que l'on assiste ainsi à l'élimination des intellectuels libéraux soviétiques. Merci Gérard Sebag. La semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, un livre blanc était publié en Grande-Bretagne. Ce livre blanc établissait le coût de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun et les chiffres qui étaient avancés par les experts se situaient entre 100 millions et 1 milliard de livres sterling. Les premières intéressées dans cette affaire, dans l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne, ce sont les ménagères britanniques pour qui l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne va se traduire par une hausse sur tous les produits alimentaires. Jacqueline Dubois a passé 1 heure dans un supermarché en Grande-Bretagne. Une Anglaise achète son beurre et sa viande environ 2 fois moins cher que la Française. Si la Grande-Bretagne entre dans le marché commun, ses prix augmenteront. Les Anglais sont-ils prêts à accepter ces sacrifices? Qu'en pensent ceux qui font leurs courses tous les jours dans ce supermarché? Je crois pour l'Angleterre, c'est plus bon parce que c'est nécessaire d'être avec l'Europe. Mais alors vous êtes pour ou contre? Moi, pour. Il nous faudra manger un peu moins et dépenser un peu plus. Que pensez-vous de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun? C'est bien pour les jeunes, mais pas pour nous. C'est la jeune génération qui profitera de l'opération. La vie est très chère maintenant et très difficile. Je suis contre. D'un côté, ce sera une bonne chose. Mais de l'autre côté, je crains fort, et plusieurs personnes pensent la même chose, que les prix vont augmenter. Alors, c'est une question de voir quelle serait la solution, n'est-ce pas? Et si vous deviez donner une réponse tout de suite, que diriez-vous, oui ou non? Je dirais oui. Vous êtes pour ou contre? Ah oui, pour les raisons politiques. Parce que si l'Angleterre joint le Common Market, le marché commun. Les risques de la guerre sont minimaux. Mais la vie va augmenter. Cela ne vous gêne pas? La vie va augmenter. Ah, oui, mais l'Angleterre peut exporter plus. Oui. Et donc, le produit général de l'Angleterre, tout augmenté. L'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, il en sera peut-être question tout à l'heure, Salvagram, avec la réunion du Congrès du Parti radical socialiste. Nous allons essayer à nouveau d'entrer en ligne avec Daniel Brem. Alors attention Daniel Brem, à vous la Salvagram. Vous voyez actuellement le Congrès, tout au moins sa première partie,
est en train de s'achever. Monsieur Jean-Jacques Servan-Schreiber lit une lettre de monsieur Émile Roche qui s'oppose à la partie du manifeste qui prévoit la non-transmission héréditaire des outils de production, c'est-à-dire des usines. Mais revenons au Congrès. Vous avez vu qu'il y avait énormément de monde. Vous voyez actuellement le dispositif, c'est-à-dire que dans un cadre rouge se trouve la tribune. Les participants sont devant un rideau blanc et puis il y a une fenêtre que vous allez apercevoir dans ce rideau blanc et dans cette fenêtre entourée de bleu, on aperçoit sur un fond rouge congrès extraordinaire du Parti radical. Mais je reviens au public de ce congrès qui est extrêmement nombreux comme vous avez pu le voir. Il y a 750 congressistes proprement dits qui vont voter demain sur le manifeste. Il y a 300 journalistes et il y a entre 1200 et 1800 auditeurs qui sont des sympathisants du Parti radical. Parmi eux, 5% d'observateurs des partis de gauche, notamment de la Convention des institutions républicaines et des socialistes. Pour en venir aux problèmes politiques, nous avons entendu d'abord un exposé de M. Maurice Faure, puis une critique de la politique économique et militaire actuelle, notamment à travers le manifeste par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber lui-même, qui parle déjà depuis plus d'une heure. Il a notamment réclamé le bouleversement du système des grandes écoles. Mais je crois que ce qu'il y a peut-être de plus intéressant, c'est l'éclairage qui a été donné aux intentions, enfin qui a été donné plutôt des intentions de ce manifeste. M. Maurice Faure a précisé qu'il serait une plateforme électorale et qu'il était réformiste et pas révolutionnaire. Voici notamment la fin de ce qu'a dit M. Maurice Faure. Les conservateurs ont fait le lit des révolutions. Nous avons connu mai 1968. Il y avait dans la jeunesse une aspiration à un ordre différent. Nous avons assisté à la remise en cause des valeurs qui étaient les nôtres jusqu'ici. C'est pour répondre à cette aspiration que nous avons rédigé ce manifeste. Il a redit que si des modifications dénaturaient le sens profond de ce texte, M. Servan-Schreiber et lui-même en tireraient les conclusions. Et de son côté, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a dit notre manifeste est le contraire de révolutionnaire. Le parti ne propose pas la révolution. C'est le contraire de ce que nous craignons. C'est parce que nous craignons qu'une gestion timorée mène à cette révolution que nous allons jusqu'au bout des réformes possibles. C'est le manifeste le plus modéré possible que nous avons soumis à vos suffrages, mais nous allons essayer de vous le montrer. Et je crois qu'on peut dire également qu'il a insisté plus particulièrement sur la non-transmission héréditaire des outils de production en démontrant que selon lui, il s'agissait de réforme mais pas de révolution. Nous changeons de sujet puisque nous ouvrons maintenant le carnet rose de cette édition de Télémidi. Le professeur Barnard, Christian Barnard, et mademoiselle Zollner se sont mariés civilement à l'aube de cette Saint-Valentin au domicile des parents de la mariée dans un faubourg résidentiel de Johannesburg. Vous connaissez la mode féminine, les présentations de mode, les collections, etc. Vous ne savez peut-être pas qu'il existe aussi une mode masculine. Jacqueline Alexandre. Eh bien, effectivement, de plus en plus, on essaie de créer une mode masculine et les hommes s'y intéressent. C'est bien la raison pour laquelle on leur montre la mode prévue pour l'automne-hiver 70-71, un reportage d'Isis Lamy, des commentaires de Daniel Casal. Je vous rappelle que les images de ce reportage ont été réalisées par Jean-Louis Saporito et Patrice Destrade. Il était une fois dans l'ouest de Paris une présentation de mode proposée par la horde sauvage des gracieux mannequins du Salon européen de l'habillement masculin. Alors, sachez messieurs que de la tête aux pieds, du chapeau mormon à l'extrémité inférieure du maxi-manteau, vous serez entièrement recouvert de tissu comme un crapaud. Je veux parler bien sûr du fauteuil. Notez la ligne ajustée aux épaules, le col ample et les poches profondes. Les carreaux, grands ou petits, reviennent en force, tout comme la fourrure pour les cols. Les coloris vont du beige au brun doux, en passant par le roux de l'écureuil. Ainsi en a décidé la mode automne-hiver 70-71. Merci messieurs, retournez dans la naphtaline en attendant l'hiver prochain. Et nous allons admirer pour Majorette et Majoré un ensemble unisexe pour le gala du même nom.
C'est une longue chemise de lamé aux impressions indiennes, d'où la démarche féline de l'Iroquois rhumatisant. Pour les ensembles de loisirs, on utilise beaucoup le jersey. Admirez d'ailleurs, admirez la souplesse du matériau. Pour elle et lui, s'ils appartiennent au même orchestre, voici un ensemble croquignolé en jersey roux. Et nous passons au costume sport. Il se porte généralement sur un pull à col roulé, sauf bien entendu s'il se complète d'un gilet. Cet ensemble sport permet le mariage de l'imprimé et de l'uni. La veste est le plus souvent en lainage Prince de Galles, tandis que le pantalon est en tweed ou en lainage uni. Ce carteron de jeune beauté, tout de noir vêtu, nous annonce les costumes de ville. Veste croisée ou droite, à la taille légèrement rehaussée sur pantalon droit. Si vous ne portez pas cet ensemble l'hiver prochain, vous serez démodé. En revanche, vous donnerez dans le raffinement suprême si vous mettez ce maxi manteau assorti au complet. Toujours dans le maxi manteau, pour elle et lui, voici le hussard. Le hussard monté sur mini-bottes. Le hussard en mouton retourné. Et pour terminer, un coup d'œil sur les tenues de soirée. Madame aura le dos derrière les barreaux, monsieur sera vêtu d'une camisole du soir en lamé ou en velours moiré. Ah, le velours. L'hiver prochain verra le triomphe du smoking en velours. Enfin, elle et lui auront, dans un instant d'ailleurs, la même veste du soir en velours froissé gris-argent. Telle est donc la mode masculine automne-hiver 70-71, une mode qui risque de valoir à ses créateurs quelques coups d'épingle. Eh bien, messieurs, qu'en pensez-vous? Je crois que les commentaires de Daniel Casal qui nous y encouragent fortement à suivre cette mode masculine. Moi, j'ai surtout regardé une chose, c'est que les couturiers ne s'occupent pas tellement des survêtements sportifs. Ça fait partie de la mode. Et moi, je reconnais qu'il y a de très jolies choses. Pour le maxi manteau, c'est très bien, mais pour la jupe, pour homme, ça, j'apprécie pas du tout. Pas trop? Non, non, pas du tout. Eh bien, vous ferez quand même votre choix. Vous êtes autorisé à le faire. Bien, nous allons maintenant passer à un autre problème, celui des animaux de la SPA qui sont aux abois, n'est-ce pas, Jean-Pierre Delgado? Refuge SPA exproprié, stop. 7000 chiens et 2000 chats à la rue, stop. Impératif, nouveau refuge, stop. Comptons sur votre aide, stop. Ce message de la SPA est urgent. Dans quelques mois, le refuge sera détruit. Les raisons, nous les avons demandées à la responsable du Bon Accueil à Gennevilliers. Madame, pourquoi est-ce que les locaux de la SPA vont disparaître, enfin? Eh bien, monsieur, parce qu'on va construire un hôpital et un lycée. Pour quand? Oh bien, écoutez, dès qu'ils auront les crédits, peut-être d'ici 8 mois, 1 an, peut-être avant. Mais est-ce que la disparition des locaux ici signifie la disparition de la SPA, de la société? Monsieur, hélas, si nous ne trouvions pas les capitales, oui, mais je l'espère de tout mon cœur qu'on va les trouver, parce que ce serait un désastre si la SPA disparaissait.
Un désastre en effet. Construit en 1903, le refuge du Bon Accueil est recueilli en 1968 10 000 chiens. Dans le nouveau refuge de 7 000 mètres carrés, ce chiffre sera doublé si bien sûr la SPA trouve les capitaux nécessaires à sa construction. Combien est-ce que vous avez de chiens ici? Bien environ toujours 350, monsieur, quelquefois 400. Et que deviendrait-il s'il n'y avait plus de locaux? Bien, monsieur, vous le voyez vous-même, combien de misère, combien d'animaux malheureux. D'abord, il y aurait beaucoup de souffrance, et ensuite, tout de même, je pense que ça serait une question d'insalubrité à ce moment-là. Le refuge va disparaître, mais tant mieux, disent les responsables. L'antichambre du désespoir et de la mort, comme ils le nomment, ne correspond plus aux besoins. Le nouveau refuge de l'espoir et de la vie ne demande qu'à accueillir les animaux abandonnés, mais pour cela, ils ont besoin de votre aide. Eh bien oui, deux possibilités pour ces pauvres animaux. Ou vous les adoptez, ou vous donnez à la SPA de quoi construire un nouveau refuge. D'autres animaux, tout aussi attendrissants, ont élu domicile porte de Versailles. France Guérité a sélectionné parmi les 50 000 jouets exposés au Salon international du jouet porte de Versailles des images d'Alain Potiez. Bonjour. Le Salon international du jouet, 9e du nom, présente ces nouveautés qui seront l'objet de la convoitise des petits et des grands au Noël prochain. Voici pêle-mêle quelques nouveautés. Les voyages sur la Lune inspirent de plus en plus les fabricants et font toujours autant rêver les enfants. Une vraie moto. Elle a 20 cm3 et peut faire 14 km à l'heure. Quant aux poupées, elles n'auront bientôt plus rien à envier à leurs créateurs. Ni leur joie, ni leur peine. Sera-t-elle mal élevée? Ce petit chien est très docile. Il peut aussi changer de forme selon l'humeur de son propriétaire ou la taille de l'appartement. Les passionnés des trains électriques pourront trouver leur bonheur avec ce train minuscule, par exemple. L'écartement des rails est de 9 mm. Mais nous avons demandé à M. Boussereau, président du syndicat des fabricants du jouet, de nous faire le point sur l'industrie du jouet en France. En ce qui concerne la consommation, c'est-à-dire quand le jouet est dans les mains des consommateurs, nous dépassons certainement une consommation de 2 milliards. Ça vous situe l'ensemble. Quel est le chiffre en ce qui concerne les sorties usines, c'est-à-dire au premier stade? Il est d'environ de 900 millions. Le jouet est très vivace. S'il n'y avait pas d'ennui ou de difficultés industrielles, et la plus grande à l'heure actuelle, c'est la difficulté de se regrouper. Je pense que 1970 va avoir des modifications très profondes dans le regroupement de certaines maisons. Des maisons importantes en ont absorbé d'autres. Des groupes financiers se sont intéressés à la question. C'est probablement l'avenir. Pouvez-vous nous faire le point quant aux importations et exportations? C'est un côté très ennuyeux de notre profession. Je vais vous dire simplement que les importations sont supérieures de moitié à nos exportations. La balance est déficitaire, ça n'est pas bon. Et qu'envisagez-vous pour l'avenir à ce propos? Essayer de regrouper certains fabricants entre eux pour l'exportation de façon à diminuer les frais d'installation de nos réseaux commerciaux à l'étranger, parce que c'est ça qui coûte très cher. Faire un réseau commercial à l'étranger, il faut d'abord 2 ou 3 ans pour le bien former et il faut dépenser des dizaines de millions. Est-ce que l'industrie française, elle veut bien le faire, mais est-ce qu'elle aura la trésorerie nécessaire? C'est plus difficile à dire. Voilà, la présente édition de Télémidi s'achève. Avec tous mes camarades et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce journal, nous vous souhaitons une excellente après-midi que vous passerez peut-être d'ailleurs en suivant le match de rugby à 15 cet après-midi, Angleterre-Irlande. Merci de votre attention.